Bonjour, bienvenue au nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu le docteur Mastro Pasqua, qui est chirurgien plastique. Il travaille au privé et au public. Je te passe le micro. Merci. Il nous a parlé un peu de sa pratique. On a été vraiment curieuses. On a posé des questions sur les techniques qu'il faisait. Puis c'était médicalement intéressant là, comme épisode. Oui, on a eu comme un petit cours de chirurgie là, sur quelles sortes de chirurgies sont les plus fréquentes. Puis il nous a aussi parlé des différences entre la relation patient au privé et au public. Fait qu'un épisode à écouter. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Mastro Pasqua. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un plaisir. Oui, comme première question, on aimerait savoir, avez-vous toujours su que vous vouliez devenir médecin? Oui. Oui? Même chirurgien. Même chirurgien? Oui. Chirurgien plasticien? Non, ça c'était en chemin. En chemin? OK, Ouais. OK. Avez-vous eu des doutes pendant votre parcours que peut-être que c'était pas la médecine ou pas la chirurgie? Non, mais mon père était anesthésiste. OK. À l'époque, on pouvait aller au bloc opératoire facilement. Alors, même quand j'étais jeune, j'allais au bloc opératoire, des fois avec mon père. Alors, j'ai pu observer des chirurgies depuis que j'étais jeune. Et à l'époque aussi, il y avait un programme qui s'appelait MASH à la télévision, qui était des chirurgiens pendant la guerre de la Corée. OK. Alors, j'aimais beaucoup ce programme-là, puis j'aimais les chirurgiens sur le programme. Je pensais qu'ils étaient vraiment cool. Alors, je voulais être comme eux autres. OK. Alors là, rentrer dans les études, il fallait même aller toujours étudier fort pour avoir des bonnes notes pour rentrer en médecine. Puis ensuite, le chemin continué comme ça. Oui. Vous avez fait votre médecine où? Université de Montréal. OK. OK. Comment est venue ensuite la chirurgie plastique? Parce que là, vous avez dit que c'était pas sûr. Ben, parce que tu rentres en médecine, c'est pas tout. Moi, je pensais, j'aimais la chirurgie, je voulais faire la chirurgie, mais t'as pas vraiment une très bonne idée ce que c'est. Non. Comme j'ai dit, j'avais la chance quand même de pouvoir aller à l'hôpital puis observer plein de chirurgiens, puis même me brosser quand j'étais jeune, puis d'assister. Alors, j'avais déjà une relativement bonne idée. Puis c'était un des collègues de mon père, plasticien, qui disait « Bruno, il faudrait que tu fasses la plastie, c'est vraiment le fun. » Puis en faisant des stages électifs pendant ma formation, entre autres de plastie, effectivement, c'était quand même, c'est super varié, hein, la plastie de toutes les spécialités chirurgicales. On va de la tête aux pieds, de la superficie plus en profondeur. On fait de l'orthopédie, si tu veux, de la main, l'équivalent avec des plaques et vis. On fait des reconstructions, de la microchirurgie. On fait de l'esthétique, on fait tout. Ça peut toucher n'importe quelle partie du corps. Je trouvais ça vraiment cool, la variété de ce qu'on faisait. Pendant votre doctorat, est-ce que vous avez fait d'autres activités comme extracurriculaires, par exemple la recherche en chirurgie ou d'autres choses? Pendant ma résidence, tu veux dire? Pendant le doctorat. Pendant la médecine. Oui, exactement. Ben, j'ai fait un stage, un projet de recherche, les stagiaires d'été. Tu avais une bourse, puis tu pouvais faire de la recherche. J'ai fait ça. C'était, de ce point de vue-là, dans mon temps, c'était moins compétitif qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça semble être un Hunger Games, là, pour avoir plusieurs projets de recherche. Alors, non, j'ai fait un projet de recherche pendant la médecine. OK. Et la résidence, vous l'avez faite? Université de Montréal. Aussi. Aussi. OK. Et la chirurgie plastique, c'est une résidence de 5 ans? 5 ans, exact. OK. Nous, on a fait 2 ans de tronc commun, 3 ans de plastie. Maintenant, vous faites demande directement en plastie, puis vous faites des stages ectopiques.
avant de commencer à temps plein la plastie. Je pense comme à 3. OK. Et là, est-ce que vous avez fait un fellow aussi après votre résidence? Oui, j'ai fait 4 mois de main microchirurgie. OK. Et ensuite, je suis parti en plus à Paris, puis j'ai fait un autre 4 mois d'esthétique. Puis j'ai fait 2 mois de traveling fellow où j'allais voir différents centres en France, entre autres à Strasbourg. OK. Toujours avec la main ou en esthétique? Avec la main. Avec la main. OK. Ouais. Pourquoi vous avez choisi la main? Ça fait partie, si tu veux, de ce que fait la plastie, surtout au Québec, au Canada. Et la main, c'est quand même une chirurgie très intéressante, très Ça a l'air minutieuse, compliqué. assez complexe, très variée, c'était très intéressant. Alors, pour ça. OK. À quoi ressemble votre pratique là, présentement? Moi, j'ai une pratique, j'appellerais ça un peu une pratique générale de plastie, donc assez diversifiée. Je fais de la plastie générale, je fais de l'esthétique. OK. Dans la plastie générale, on peut parler de main, chirurgie de la main, la reconstruction, les cancers de la peau avec la reconstruction, des réductions mammaires, c'est des chirurgies qu'on appelle la régie. Ensuite, je fais de l'esthétique aussi. Puis je fais aussi partie de l'équipe de réimplantation au CHUM, l'équipe provinciale pour les traumatismes, dévascularisation, amputation des membres au Québec. C'est les chirurgiens plastiques Oui. qui font les amputations? Bon, on les remet. Vous les remettez? On les OK. remet d'habitude. OK. Étape d'après. Est-ce que vous travaillez avec d'autres types de médecins sur ces genres de chirurgie-là ou c'est vraiment juste la C'est plastie? surtout des plasticiens. Le programme est ouvert à tout le monde qui a une formation en main micro, OK. avec un fellow en main micro. Au début, on avait un ou 2 orthopédistes dans l'équipe, mais maintenant, on est juste des plasticiens. C'est ça. Dans l'équipe, c'est des plasticiens. On peut faire... Des fois, on va consulter des microbiologistes si c'est des plaies très complexes. Dans ce sens-là, oui, on travaille avec nos collègues, mais comme dans les hôpitaux, on peut toujours consulter si quelqu'un a un problème cardiaque ou de saignement. Ouais. On fait appel à d'autres spécialités. Vous avez parlé de cancer là, quand vous parliez de la main. Vous faites quoi d'autre comme chirurgie plastique de la main? Le cancer, c'est moins fréquent sur la main, c'est plus Ok, sur le je pensais visage, pas, puis ailleurs ok. sur le corps. Mais en chirurgie de la main, on peut un peu le voir, il y a la chirurgie orthopédique de la main, les os et poignets aussi. Ensuite, il y a les tissus mous, les tendons, réparer des tendons. C'est quand même très minutieux parce que c'est pas juste le réparer, il faut qu'il bouge après. Alors, ça dépend de la technique et ça dépend aussi beaucoup après de le post-op là, avec nos ergothérapeutes spécialisés pour suivre un programme de mobilisation précoce, mais il faut non plus... Si on n'est pas assez agressif, ça va faire des adhérences, puis le tendon va être pris dans des adhérences, puis le doigt ne bougera pas. Et si on est trop agressif, on risque de faire sauter nos poings, le tendon rupture, et le doigt ne bougera pas. OK. Et ça, est-ce que ça vient avec l'expérience de savoir avoir le juste milieu? De notre côté, c'est la formation dans la réparation de tendons. Puis il y a une évolution depuis les dernières 20 ans là-dessus, sur les techniques de réparation de tendons. Et après ça, il y a l'évolution du côté de nos collègues ergothérapeutes qui font la thérapie avec les programmes de mobilisation, plus ou moins agressifs, différents programmes. Puis oui, je pense plus ils ont d'expérience, mieux que c'est. Et ça prend quand même une très bonne collaboration entre les deux pour travailler bien ensemble. OK. Et est-ce que c'est plus souvent comme des blessures traumatiques ou plus du dégénératif quand vous venez réparer des trucs dans la main? Probablement plus traumatique. Ouais. Il y a pendant ma résidence, on voyait beaucoup de mains d'arthrite rhumatoïde qu'il fallait reconstruire. On en voit beaucoup, beaucoup moins maintenant.
Je pense simplement parce que le traitement médical Ah oui. est débuté beaucoup plus précocement et est beaucoup plus efficace. Donc, ils ne finissent pas avec toutes les complications dans la main, avec la main en coup de vent, puis des déformations que nous, on repérait par la suite. Oui. Alors, il y a quand même l'arthrose au niveau, le plus commun, c'est la rhizarthrose au niveau du pouce. Ouais. Ça demeure quand même fréquent. Voilà. Et sinon, quand c'est traumatique, est-ce qu'il y a une blessure qui est comme super commune que vous diriez aux gens comme « Ah, faites pas ça, c'est dangereux. » Moi, je touche pas les machines qui coupent. Les Je ne vais machines pas qui toucher une scie. Si je dois pelleter de la neige, je fais ça à la main. Je prends pas une souffleuse. OK. Ouais. Je regarde les machines et je dis, ah non, une fendeuse à bois, jamais de la vie. OK. Ouais, vous voyez toutes sortes de lacérations. Là. Ah ouais, tu sais, la machinerie et les mains, ça va pas bien ensemble. Tu sais, remarque, les couteaux de cuisine coupent les tendons. Ouais. Tu peux laver un verre de vin, puis tu casses dans la main, ça cause des lacérations. Alors, je ne suis pas à cet extrême-là, je vais prendre un verre de vin. Et oui, je vais utiliser un couteau en cuisine. Mais... Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne réparation, là, quand même, une fois qu'il y a comme, disons, les tendons sont lacérés? Oui, ouais. je pense tu sais, sur une blessure, on va dire ça, une blessure simple comme une lacération tendineuse ou nerveuse, parce qu'on fait aussi de la microchirurgie des nerfs et des artères. On peut s'attendre à un bon résultat avec les techniques qu'on utilise actuellement, avec les thérapeutes qu'on a actuellement, surtout dans des centres spécialisés ou avec une équipe expérimentée. Des fois, si le tendon est... il peut quand même finir avec des adhérences. Alors, il y a une bonne mobilité passive, mais il ne peut pas tirer dessus. À ce moment-là, il y a d'autres chirurgies qu'on peut faire, des ténolyses, pour relâcher les adhérences. Il y a toujours un plan B, éventuellement même des plans C et D. Ça veut dire quoi, ténolyse? Ténolyse, c'est relâcher les adhérences qui retiennent le tendon. OK. Alors, lyse, avec un Y, de couper ou relâcher, et tendon, alors tu relâches le tendon. OK. Et pour les chirurgies de la main, est-ce que souvent les patients ils sont réveillés pendant les chirurgies? Oui. Oui, OK. De plus en plus, on utilise, au début, c'était de plus en plus de l'anesthésie régionale, ça veut dire des blocs infraclaviculaires ou axillaires. Avec la difficulté de plus en plus d'accès à la salle d'opération, ça veut dire on le fait sous local, dans des salles de chirurgie mineure auxquelles on a plus facilement accès. Il y a une chose qui s'appelle WALANT, Wide Awake Local Anesthesia, No Tourniquet Hand Surgery, qui finalement est une évolution de, on veut des techniques de liposuction où on gonfle les tissus avec du soluté et de la xylocaïne avec épinéphrine pour créer une vasoconstriction avant de faire la liposuction. Maintenant, au niveau de la main, on va souvent gonfler ou mettre beaucoup de xylocaïne avec épinéphrine diluée pour avoir l'effet de vasoconstriction. À ce moment-là, on n'a plus besoin de mettre un garrot parce que le problème... Ça saigne moins. Ça saigne parce qu'au niveau de la chirurgie de la main, tu ne peux pas travailler s'il y a du sang, tu ne vois pas. Alors, anciennement, on mettait toujours un garrot. OK. Mais un garrot, sous anesthésie locale, ça se tolère à peu près 20 minutes. Ah ouais. Alors, Donc, pour ça une soit petite rapide. chirurgie, ça allait. Pour des chirurgies plus longues, il faut bloquer, geler tout le bras. Comme ça, il ne ressent pas le garrot. Et là, tu es limité à 2 heures avant que tu faut faire recirculer. Mais ça se fait au bloc opératoire. Si tu fais un bloc, l'anesthésie se fait un bloc, puis tu utilises un garrot. Alors, maintenant, en utilisant WALANT, avec le plus local, on a l'effet de vasoconstriction locale. On n'a pas besoin de mettre de garrot. On fait nous-mêmes l'anesthésie de cette façon-là. Et ça nous permet de le faire dans un bloc de chirurgie mineure qui est plus facile d'accès. OK. Et c'est d'une certaine façon mieux pour le patient. Il n'y a pas tout l'effet de l'anesthésie. C'est sûr. Ça peut être... Et pour certaines chirurgies, comme il est juste gelé, par exemple, si tu repères un tendon, une fois que tu as réparé le tendon, donc il ne bouge pas son doigt, tu repères le tendon, tu peux lui demander
une fois que c'est réparé, tu dis, OK, ferme ta main et tu vas voir son doigt qui fait ça. OK. Et là, tu es sûr, tu as un bon glissement de ton tendon. Ah, ben oui. Parce qu'une fois que tu repères le tendon, il peut s'accrocher dans les poulies. Ouais. Il y a différentes raisons qui peuvent ne pas bien bouger. Alors là, tu peux te dire, ouais, ben, s'il ne bouge pas bien sur la table, pourquoi magiquement il va bouger bien Ouais. la semaine prochaine en thérapie? Quand c'est tout gelé, ben, tu fais ta réparation, ça a l'air très bien, mais tu ne peux pas demander au patient de bouger. Alors, il y a pas mal d'avantages à faire ça sous local, si tu veux. Donc, les patients, ils peuvent juste entrer et sortir la Aussi. même journée. Oui, puis ils n'ont pas besoin nécessairement d'être à jeun Ouais. non plus. Est-ce qu'ils peuvent comme regarder la chirurgie à travers le champ s'ils sont curieux? Typiquement, ben, ils pourraient théoriquement, là, Ouais. s'ils demandent. Oh, mais ça En me chirurgie fait de la bon. main, par contre, tu ne vois pas grand-chose, hein, parce que la C'est main tellement comme petit. ça, alors tu travailles dans Ouais, OK. une petite chose. Ouais. Et il y a toujours le risque qu'il regarde, puis ensuite il fait un choc vagal. Ouais. Puis là, tu vas regretter de l'avoir laissé regarder. OK, ouais. Alors, en général, puis en plus, d'habitude, eux, ils n'ont pas de masque. Alors là, si tu fais regarder, Ouais. puis là, il se met à parler, puis postuler vers la plaie, c'est pas idéal. Non, Alors, non. en général, non. Moi, je leur dis, si tu veux le voir, va voir sur YouTube, tu vas le trouver, ta chirurgie. OK. Pas la tienne, mais une semblable. Oui, oui. Vous filmez pas vos chirurgies, ça? Non. Non, ils sont pas sur YouTube. C'est quoi les pires traumas que vous avez de la main? Comme l'extrême, là. Bon, un arrachement de bras, c'est assez extrême. Un arrachement de main. Les arrachements, je trouve, c'est pire Ah, c'est qu'une extrême, simple ouais. amputation par une scie. Et techniquement, et aussi comme quand tu reçois le patient, quand tu me demandes le pire, je dirais, bon, un bras arraché. Ouais. Ouais. Et quand on travaille dans la main, on dirait que ça sonne vraiment comme minutieux. Je m'imagine que certaines chirurgies doivent être vraiment longues. Oui. Ouais. En effet, c'est minutieux. Alors, Oui. la chirurgie de la main, typiquement, on le fait avec des loupes. OK. OK? Le plus fréquent, grossissement 3 fois. Quand on embarque dans la microchirurgie, c'est grossissement pas mal plus, 10 fois. OK. Les fils qu'on utilise quand on fait une microanastomose, si on veut, d'une artère digitale, c'est du 10-0 avec une aiguille de 75 microns. Un 10-0, c'est plus fin que vos cheveux. OK. Alors, on utilise des choses très petites Ouais. pour réparer des choses très petites. Ouais. C'est quoi le reste de ta question? J'ai oublié. Si ça prend vraiment, si c'est des longues chirurgies, là. Oui. Ouais. Ouais. Calculer un doigt, réimplanter un doigt, c'est entre 3 et 5 heures, dépendant de la vitesse du chirurgien, OK. la qualité des tissus, le fait que des fois, c'est bien beau faire la microanastomose, mais ensuite, le vaisseau, il peut spasmer. Là, s'il spasme, puis thrombose, là, il faut le reprendre. Tu es toujours sur le premier doigt. Alors, si tu fais 3 à 5 heures par doigt, si tu multiplies par 5 doigts, C'est une journée. t'es rendu à 15 à 25 heures. Et ça, si tout va bien, parce que des fois, sur une main, tu vas faire 8 doigts. Comment tu fais 8 doigts? Ben, tu fais 5 doigts, puis là, 3 viennent, 3 après l'autre, ils thrombosent, alors tu les reprends. OK. Ça peut être assez long. Ouais. OK. J'imagine quand c'est long comme ça, vous pouvez prendre des pauses entre les doigts. Tu peux. Par contre, plus tu prends des pauses, plus ça va être long. Ouais. Ouais, Et éventuellement aussi, il y a des. Plus c'est long, tu as de l'ischémie chaude. Alors, il y a un certain moment, il faut avancer avec le Ouais. corps. Alors, quand tu prends une pause, oui, c'est 15 minutes. hein. Oui, oui, c'est ça, comme rapide pour boire de C'est- l'eau, là, par c'est exemple. ça. Là, ouais. C'est pas, je vais aller me coucher 2 heures puis je vais Non. revenir pour l'autre doigt. Non. OK. Pour revenir à votre pratique, donc, tout ce qui est la main, vous faites ça au public? Est-ce Oui. qu'il y a cette partie-là au privé ou c'est vraiment... Non. Tout ce qui est couvert par la RAMQ Ouais. doit être fait au public par la loi, OK. à moins que tu aies un médecin qui se désassure. Tu sors de la RAMQ. Ouais, je comprends. OK? À ce moment-là, tu peux faire même des actes couverts par la RAMQ Ouais. de façon privée. Privé. Mais là, tu ne peux plus travailler à l'hôpital ou avec des patients RAMQ. OK, là, donc, tout ce que vous faites au privé, c'est des chirurgies qui sont pas couvertes. Exact. Ok. Essentiellement l'esthétique. Ouais. OK. OK? Qu'est-ce que vous faites en esthétique? Un peu
on va appeler ça les classiques, hein, le facelift, paupières, au niveau du corps, augmentation, redrapage, réduction. Ben, réduction, c'est quoi? Appelle la régie. Liposuction, lifting des bras, abdominoplastie. Il y a de plus en plus de nymphoplastie. C'est pas mal ça, là. Pourquoi vous avez choisi de travailler et au public et au privé? Pourquoi pas seulement comme un des deux? Parce que j'aime les deux. J'aime la chirurgie de la main, puis j'aime ce qu'on fait. Tu sais, j'aime faire des petits lambeaux au visage, une fois qu'ils t'enlèvent une tumeur sur le nez, puis le reconstruire pour que ça a de l'allure esthétiquement. Puis j'aime encore ça. Je ne veux pas arrêter de faire ça. Et dès le début, j'ai toujours pratiqué aussi de l'esthétique parce que ça fait partie du domaine de travail de la plupart des plasticiens. J'ai des collègues qui ne veulent pas faire de l'esthétique parce que c'est un monde à part. Puis ça amène d'autres choses. Mais je pense que la variété, c'est vraiment fun. C'est une clientèle différente. L'esthétique paye très bien. Aussi en principe. Et est-ce que vous devez connaître comme beaucoup d'aspects de business? Avez-vous comme votre propre clinique, puis c'est vous qui avez dû monter? Je l'avais, là, rendu dans ma carrière, là, je loue chez quelqu'un, je n'ai plus les problèmes d'avoir sa propre clinique, s'embarquer dans les ressources humaines. Oui, c'est ça. De gérer du monde, gérer du personnel, s'assurer que l'inventaire est plein quand tu l'as besoin. Je pense qu'il y a un moment, peut-être dans ta carrière, pour faire ça, puis soit tu t'embarques de plus en plus là-dedans, ou à un certain moment, si tu veux simplifier ta vie. Puis oui, il y a un aspect business, puis je trouve que les médecins ne sont pas tous les plus forts en business. Ouais. Hein? Parce que tu apprends beaucoup de choses sur le tas, là. Puis des fois, tu apprends des leçons qui te coûtent de l'argent. Mais si tu signes un bail de location, si tu signes pour 5 ans, si le jour après que tu as signé, tu fais une infraction, tu arrêtes de travailler, tu vas continuer à payer ton bail pendant 5 ans. Puis quand tu t'embarques avec beaucoup de frais, là, il faut s'assurer d'avoir idéalement assez de débit pour couvrir les frais. Puis là, il faut commencer à être plus présent sur les réseaux sociaux pour attirer plus de monde. Tu sais, ça devient un peu un besoin en soi, là. Oui, ça sort de la médecine, là, ça devient comme... Gérer une business chose, là, avec du marketing. Ça, déjà que vous avez beaucoup de choses à l'extérieur, c'est un médecin, c'est déjà occupé. C'est ça. Fait que là, en ce moment, pour pas avoir à faire tout ça, vous dites que vous louez une salle dans une autre clinique? Oui, je loue une salle d'opération dans un centre médical. Oui. Mon bureau, je loue chez un autre de mes collègues. Alors, je n'ai pas un bail à long terme. Mais ça, c'est un choix. Il y a des avantages aussi à avoir tes propres affaires. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Question de curiosité. Est-ce que vous trouvez qu'en chirurgie plastique, esthétique, là, est-ce que vous voyez les gens qui viennent vous voir rajeunir? Est-ce que les gens viennent vous voir plus jeunes ces temps-ci? Oui, définitivement. En partie parce que il y a tout le côté de la médecine esthétique qui est un peu différent de la chirurgie esthétique. Ça, c'est tous les fillers, Botox. C'est plus abordable, même pour quelqu'un plus jeune. Souvent, c'est dans les centaines de dollars, pas les 10 000 $. C'est non chirurgical. Ça satisfait certains besoins plus mineurs de correction, si tu veux, ou même pas nécessairement des corrections, mais des désirs. Alors ça a ouvert la porte à une clientèle plus jeune. Je pense aussi avec les médias sociaux, la diffusion d'informations, tout le monde est beaucoup plus au courant de qu'est-ce qui se peut faire, même au niveau de la chirurgie. Alors, oui, je pense qu'il y a un trend vers des patientes plus jeunes. Patients plus jeunes. Est-ce que ça vous arrive de refuser des chirurgies? J'avais posé cette question.
Oui. Oui, Ouais. comme dire à une personne comme je pense pas que ça se ferait bien ou Pour différentes raisons, ça peut être, je vais prendre quelqu'un qui vient pour un facelift, Ouais. qui a peut-être 45 ans, qui a l'air très bien pour son âge, puis il se plaint, commence à avoir des petits abajous ou des petits plis nasogéniens. Je vais lui dire, oui, je peux t'opérer, oui, je peux adoucir ou éliminer ça, mais la chirurgie est pareille que c'est des petits abajous ou plus importants. Le risque chirurgical est pareil, Ouais, c'est ça. sauf que là, ton bénéfice est grand comme ça, Ouais. puis tu as le risque qui est toujours ça. Moi, je préfère quand le bénéfice est ça, puis le risque est ça. Alors, moi, je regarde chaque patient avec si tu veux, un risque-bénéfice. Si, selon moi, le risque-bénéfice est intéressant, je vais le faire. Si, pour moi, le risque-bénéfice n'est pas intéressant, je vais essayer de décourager le patient de retarder la chirurgie peut-être Oui. à un moment où le bénéfice sera plus. est-ce que C'est aussi, des fois, il faut que les patients ont des attentes réalistes. Si j'ai l'impression que leurs attentes sont irréalistes, je pense pas que je vais m'embarquer parce que n'importe quoi que je fais, ils ne seront pas pas aimer. heureux. non. Est-ce que ça fait en sorte que vos consultations au privé sont plus longues que vos contacts? OK, c'est ça, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus d'explications Oui. que comme ton doigt est coupé, on va le... Oui, ben, ton doigt est coupé, c'est « Salut, je vais me faire mon mieux mettre ton doigt. Ouais, c'est Ça ça. se peut que ça ne fonctionne pas. OK? Mais là, en esthétique, c'est comme plus de discussions. Plus de puis- discussions, plus d'explications, le consentement, la barre d'un point de vue médico-légal du consentement est beaucoup plus élevée parce que c'est une chirurgie complètement élective. Alors, faut vraiment bien cerner le problème avec le patient. Puis, des fois, il y a différentes techniques ou différentes approches qu'on peut prendre au même problème. Alors, discuter des différentes options aussi. Parce que ça devient un peu un client. Vu que la personne, elle paye de sa poche, le rapport entre médecin et patient est un peu différent, j'imagine? Ou vous trouvez pas? Je pense que ça devrait rester Ouais. médecin-patient. Ouais. Le payeur, que ce soit un tiers payeur ou le patient, devrait être secondaire. Je pense peut-être d'un point de vue du patient, le fait qu'ils payent, ils ont une certaine attente et exigence. Mais d'un point de vue du médecin, Ça devrait je pense rester pareil. celui qui paye devrait être secondaire. Ça devrait être les différentes techniques, les risques, les bénéfices qui devraient être au premier plan. Il arrive quoi, justement, si un patient n'aime pas sa chirurgie? Est-ce que c'est fréquent? Aime pas sa chirurgie. Ben, aime ou- pas le ou- résultat, ou en fait, là. ce qui va arriver, c'est qu'ils vont peut-être pas aimer une partie du résultat. OK, ouais. Le plus simple serait de dire, si tu parles d'une abdominoplastie, OK, ou tummy tuck en anglais, quand on ferme une ellipse, des fois, ça fait ce qu'on appelle un dog ear. Les bords, les deux pointes finales de l'incision lèvent. OK. Plus l'ellipse est longue, moins ils vont faire ça. Plus l'ellipse est courte, plus ça va faire ça. Plus une ellipse est longue, plus la cicatrice est longue. C'est quoi une ellipse? Ça c'est pas. Non, OK. Géométrie au secondaire, non. On connaît la forme. Ah oui. Le peau. Parce qu'une abdominoplastie, on enlève essentiellement la peau entre l'ombilic et le pubis. Ouais. OK. Dans une forme d'ellipse. OK. OK. OK, on comprend maintenant. On coupe l'ombilic, on soumine, puis on tire le tout OK. vers le bas, si on veut. OK. OK. Puis une fois qu'on tire vers le bas, ben là, il faut l'attacher ensemble. Exact. Mais c'était une forme d'ellipse qu'on a enlevée. Et ça peut monter les deux coins. OK. Ça s'appelle un dog ear. Puis là, OK. le patient peut dire, hey, écoute, ouais, j'aime mon abdomen, mais ici, il y a comme deux petites pichenottes là, qui montent. Souvent, ça rentre dans l'ordre. Mais des fois, il faut faire une retouche, entre guillemets, des petits OK. pichenottes. Ça, c'est un exemple simple. Des fois, c'est un peu plus difficile, si tu veux, d'envisager des corrections. Ça peut être au niveau d'une rhinoplastie ou un sein ou un mamelon louche un petit peu plus que l'autre. Il y a des retouches qui sont simples, sous local, puis il y a des retouches, par contre, qui peuvent nécessiter une anesthésie générale, reprendre une partie de la chirurgie. Si une prothèse mammaire se déplace, là, pour la remettre en place,
resserrer la capsule dans laquelle la prothèse était pour qu'elle reste plus centrée où on veut. Ça prend une anesthésie générale avec tous les coûts d'une anesthésie générale, salle d'op de générale et tout ça. OK. Si jamais un patient fait une infection après la chirurgie plastique, mettons au privé, est-ce que c'est vous qui voyez le patient après? Comment ça fonctionne? Vous parlez de moi spécifiquement ou d'un chirurgien? Un chirurgien plastique qui travaille au privé, là, ouais, ça peut être vous. Là, oui, un chirurgien est responsable de ses complications. En général, il les traite. Une infection, d'habitude, ça n'apparaît pas dans les 15 minutes après la chirurgie. Ça veut dire que le patient est rendu à la maison. Ouais. Puis éventuellement, une semaine plus tard, il va faire de la fièvre, avoir de la rougeur, douleur, peut-être un écoulement. Puis la plupart du temps, tu vas dire, viens-t'en soit à l'urgence ou au bureau. Mais éventuellement, tu vas probablement opérer, drainer s'il y a besoin, un abcès. Si tu as besoin d'une consulte en microbiologie, tu vas le faire à l'hôpital. C'est couvert par la régie. C'est une urgence médicale. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des urgences en chirurgie plastique? Oui. C'est quoi les urgences fréquentes? Alors, on peut prendre deux définitions d'urgence. Une des belles choses que je trouve de notre spécialité, c'est que la plupart de nos urgences peuvent attendre au lendemain. OK. Ou de le voir à la clinique, une fracture. Les fractures de la main peuvent attendre quelques jours, être vues à la clinique ou être vues le lendemain. Ça n'a pas besoin d'être vu dans la nuit. Et c'est vrai pour la plupart des urgences, sauf l'amputation et dévascularisation, qui est urgent. Mais on a une équipe au CHUM qui s'en occupe. Ça veut dire partout de la province, on va les référer à l'équipe au CHUM. Okay? Et l'autre, c'est mangeuse de chair. Ça aussi, tu ne peux pas dire « Ah, je vais le voir demain matin ». Non. Ça, c'est « Je vais le voir tout de suite ». Mais un tendon coupé, par exemple, l'urgentologue va fermer la plaie. Tu vas le voir le lendemain, puis tu vas le céduler pour l'opérer. OK. Donc, est-ce que vous faites des... Allez-y. Excuse. Il y a de moins en moins de fractures de visage qu'il y avait... dans les années 80, il n'y avait pas la loi nécessairement sur les ceintures. Il n'y avait pas d'airbag. Ouais. Alors, les accidents de voiture, ça faisait des méchantes fractures de visage, des pan-face, assez fréquemment. Alors, là, on en a moins. La plupart, c'est des fois Sacré-Cœur qui les ramasse comme centre de trauma. Mais même là, il y en a moins à cause des airbags et des ceintures. Est-ce que vous faites des gardes? Oui. OK. J'en fais au CHUM en implantation, puis je le fais à l'hôpital où je travaille. Puis typiquement, on va faire une semaine de garde continue. OK. Alors, pourquoi on peut faire une semaine? Parce qu'on n'a pas d'habitude toutes les nuits. Alors, t'es gardes, puis tu t'occupes des cas. Si tu appelles la nuit, ça peut attendre le lendemain, tu vas t'en occuper le lendemain. Les urgences, comme j'ai mentionné, oui, tu vas les faire la nuit. Donc, les gardes, vous n'êtes pas nécessairement à l'hôpital? Non, c'est sur appel. C'est sur appel? Okay. Oui. Et vous devez être à combien de temps de l'hôpital? Ça dépend de la garde. La garde de réimplantation au CHUM, 30 minutes. OK. OK? Parce que c'est quand même assez urgent. Je pense la garde dans un hôpital communautaire, si tu à 1 heure, c'est correct aussi, parce que ça ne reçoit pas les mêmes genres d'urgences. Puis, c'est une urgence on dit 30 minutes pour la réimplantation, parce que sinon, le doigt, il risque de pas se réimplanter de manière satisfaisante? Parce qu'il y a une dégénérescence métabolique, si tu veux, dans le doigt avec l'ischémie. OK. Un doigt moins qu'un bras, les muscles dégradent beaucoup plus rapidement. Donc, le temps d'ischémie est diminué. Mais, parce qu'il y a quand même tout un délai dans le processus. Souvent, le patient il se fait amputer à Québec. Ouais. Il faut le transférer à Montréal. Là, il y a des appels, il y a des photos envoyées. Il faut accepter le cas pour dire oui, c'est un vrai cas. Là, tu acceptes le cas. Alors, le patient s'est amputé avant qu'il se rende et soit vu à l'hôpital de Québec 1 heure a passé. Avant que le Québec le rende, je ne sais pas pourquoi, mais le temps que l'ambulance vienne le ramasser à l'hôpital de Québec, qui arrive à Montréal, c'est 4-5 heures. Ouais. Là, il est à Montréal, mais
toujours pas au bloc opératoire. Là, il est vu, l'anesthésiste l'évalue, tout le monde l'évalue, il est monté au bloc. Là, ils font un bloc. Ça peut prendre 45 minutes. OK. Là, il endort, c'est pas un autre. Tu sais. Ouais. Alors, des fois, souvent, tu commences à opérer, puis ça fait 8 heures là, Ouais. que le OK. patient a été blessé. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça aille. Voilà, faut avancer. Avec votre pratique au public et au privé, ça ressemble à quoi une semaine typique pour vous? Semaine typique. Ma semaine est pas mal rodée maintenant. Ouais. Par exemple, le lundi, j'opère sous anesthésie générale des cas de chirurgie plastique générale. Que ce OK. soit des réductions mammaires, chirurgie de la main, lambeaux de reconstruction. Le mardi, je fais du bureau. C'est mon bureau privé où je vois des patients d'esthétique. Mais au bureau, je vais voir aussi des cas de RAMQ. Il y a des médecins qui vont référer des patients au bureau. Alors, je vais les voir. Mais c'est des patients RAMQ, eux, ils vont être opérés, par contre, à l'hôpital. Je vais les voir au bureau, mais après ça, là, ils vont être opérés à l'hôpital. Le mercredi, je fais de la clinique externe, qui prend une bonne partie de la journée. Le jeudi, je fais de la chirurgie mineure, qui est de la chirurgie sous anesthésie locale. C'est canal carpien, fracture de méta, des cancers de la peau du visage avec des reconstructions et lambeaux. Et le vendredi, c'est un peu ma journée flottante. Je fais soit des gardes de réimplantation, soit j'opère de l'esthétique, soit de plus en plus, j'essaie de ne pas travailler. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ça. C'est quoi votre chirurgie préférée? Il n'y en a pas une. J'aime bien faire la chirurgie de la main. Oui. J'aime aussi beaucoup faire les différentes chirurgies du sein. OK. Les paupières, c'est le fun aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ces chirurgies-là? Je pense juste le challenge puis les résultats que tu peux avoir. Puis, je sais pas. Aucune raison. Aucune raison. Je les trouve le Juste fun. le fun, ouais. Le fun. C'est quoi la partie moins préférée de votre pratique? Le probe au bureau, ça aurait, je dirais, tout le côté administratif de bureau, de gérer du personnel, tout le côté business d'un bureau privé. Ouais. Et à l'hôpital, je dirais un peu toutes les choses qu'on ne contrôle pas, l'accès à la salle d'opération. On écrit beaucoup. Quand Ouais. on opère quelqu'un, il y a beaucoup de papier à remplir. Je pense j'ai l'impression que ça a augmenté dans le temps, mais c'est probablement le fait comme chirurgien, on ne contrôle pas nécessairement tout ce qu'on veut faire. Dans le sens, accès à la salle d'opération, quand est-ce qu'on peut l'avoir. Il faut se prendre des négociations. Des fois, sur les urgences, il y a 2 chirurgiens qui veulent faire leur urgence, puis là, c'est lequel est plus urgent. C'est le manque de personnel, les infirmières, les gens autour, ou c'est vraiment les salles d'opération qui... Non, c'est le personnel. C'est ça. Les espaces physiques sont là, c'est le personnel. Tu sais, puis même des fois, tu vas embarquer dans ta journée opératoire, puis tu vas te faire dire « Ah, on va arrêter ta salle pour dîner parce qu'il manque du monde. » Parce que la salle, normalement, n'arrête pas de fonctionner. Mais il y a assez de personnel rotatoire. Alors, tu as ton équipe, mais de 11h à midi, ils vont aller manger, mais il y a 2 autres infirmières qui les remplacent. Puis ensuite, eux, ils remplacent dans l'autre salle, puis ainsi de suite. Là, s'il manque du personnel, il n'y a personne pour remplacer sur l'heure du midi, ils vont arrêter ta salle. Là, ils t'arrêtent, tu vas dire, hey, tu peux manger. Non, c'est pas comme ça. Oui, tu peux manger, mais tu n'as rien amené pour manger parce que tu ne penses pas arrêter. Mais le problème, c'est que là, ça retarde ta salle. Ouais. Puis là, ton dernier patient risque de sauter, d'être cancellé. Ce qui est plate pour le patient. Oui, puis il y a des listes d'attente. Oui, puis lui, il était jeune, puis lui est venu. Ouais. Puis, il y a ça, entre autres. Je me demande,
pour devenir comme chirurgien plasticien, comme les trucs vraiment minutieux, est-ce que vous pensez que c'est comme quelque chose qui s'apprend ou c'est un talent qu'il faut avoir Inné. de base, là, ouais? Non, je pense que ça s'apprend. Ouais. C'est des techniques. La microchirurgie, là, Oui. c'est practice, practice, practice. Donc, vous pensez que n'importe qui est intéressé pourrait probablement. Oui. Oui. Si tu as un tremblement de base, Ça, ma OK, question. disons que simplement tu as un tremblement idiopathique, peut-être la difficile. microchirurgie, ça va être difficile. Oui. Ouais. Mais sinon, c'est une question de technique et de pratiquer. Ah oui, je pense que n'importe qui peut le faire. Puis Ça prend aussi être prêt à faire des longues chirurgies, parce que la microchirurgie, presque par définition, Longue. peut être long. OK. Puis vous pensez que, mettons, un étudiant en médecine en ce moment pourrait faire quoi pour se pratiquer? T'sais, on a les petites peaux, est-ce qu'il y a d'autres choses que... On n'est pas vraiment exposé à ça, Non. là. Alors, est-ce qu'on parle de suturer ou microchirurgie? Ben, moi, je pense à suturer en ce moment, là, mais... Pour la Suture- microchirurgie, Ouais. mettons. Ben, c'est deux choses. Suturer, c'est différent de microchirurgie. Ouais, ouais, ouais. Suturer, comme on fait en plastie, ortho, ORL, les omnis à l'urgence, c'est suturer. Là, il y a différentes façons de suturer. Il y a des choses plus complexes, moins complexes. Mais tu as un porte-aiguille plus gros, tu as des pinces plus gros. Microchirurgie, les instruments sont différents, les fils sont différents, c'est un microscope. La façon de suturer est différente. Alors, votre question, fait à quoi? Moi, c'était par rapport vraiment aux sutures. Là. Aux sutures. Ouais. Je pense, justement, vous avez un groupe à l'Université de Montréal, le GICUM. Ouais. OK? Alors, je reçois pas mal de vos collègues via le GICUM en observation. Alors, je jase un peu avec eux. De ce que j'ai compris, votre exposition à comment suturer est quand même assez limitée. Officiellement, c'est dans votre stage de chirurgie, il y a comme une journée ou X jours où ils vous apprennent à suturer. Moi, je dis à tout le monde qui vient en observation, si vous êtes intéressé à faire de la chirurgie et vous attendez votre stage de chirurgie pour commencer à suturer, c'est un peu en behind the eight ball. Voilà. OK. Alors, idéalement, tu veux arriver à ton stage de chirurgie, tu sais déjà suturé. Tu sais, tu veux que le patron te regarde, t'es un résident, toi, tu dis non, je suis externe. Mais ça aussi, c'est de la pratique. Alors, je pense que la première étape, c'est savoir comment tenir les instruments, surtout une porte-aiguille, puis l'ouvrir, fermer, Ouais. sans devoir concentrer ou regarder ou prendre ta deuxième main pour t'aider. Et aussi tu sais, tu veux devenir comme un gunslinger avec ton porte-aiguille. Tu sais, tu fais comme ça. Parce que là, tu es à l'aise avec la porte-aiguille, tu ne vas même plus y penser. Ouais. Il faut que ça devienne des gestes automatiques. là. Exact. Ouais. Ensuite, après ça, je pense qu'il faut savoir faire des nœuds de façon fluide et rapide. Ouais. Ça aussi, c'est juste de la pratique. Moi, quand je prenais un oreiller, je prenais des vieux fils périmés, puis je faisais passer dans l'oreiller, puis là, je faisais un tour de nœuds. Je faisais des tours de nœuds, des 50 nœuds avec un fil, juste pour me pratiquer. Puis une fois que tu sais manipuler l'instrument, faire des nœuds, là, tu peux pratiquer à suturer, soit sur les feuilles de silicone ou ça peut être sur des... Je trouve les pattes de cochon, ça va bien. C'est plus épais, alors tu peux faire des intradermiques, d'autres types de sutures que juste des sutures simples. Ouais. Ça, Essaye de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Puis vous avez l'avantage maintenant avec YouTube, les vidéos sur comment suturer. Parce que quand j'étais résident, c'était un livre. Et tu essayes de voir le dessin qu'il faisait de comment faire un nœud. Oh mon Tu as Dieu. déjà regardé un livre qui te dit comment faire des nœuds? Non. C'est ça. C'est déjà compliqué avec la vidéo, là. J'imagine le livre. C'est autre chose. Un autre challenge, là. Dans la résidence en chirurgie, est-ce que vous avez comme des cours pour apprendre à... Oui, un bootcamp, OK. entre autres, au début, pour suturer. Beaucoup de choses de base de chirurgie pour les résidents. Mais je pense que c'est utile de savoir suturer avant Oui, oui. avant ton stage. Ouais. Puis même si tu t'en vas pas en chirurgie, même si tu vas être médecine interne, tu vas poser des lignes centrales, il faut les fixer. Si tu sais suturer, ça va te prendre 2 minutes le fixer. Si tu peux pas suturer, ça va prendre 20 minutes le fixer. Est-ce que dans les salles d'opération, vous écoutez de la musique? Oui. Oui. Et
Puis dans une opération qui dure 25 heures, ça doit être une longue playlist playlist. sur Spotify. Ouais. Ben, mon playlist n'est pas assez long. Non, c'est ça, j'imagine. Spotify, j'ai découvert Spotify quand ça finit ton playlist, il embarque avec ses suggestions. OK. Fait que ça fait que vous n'avez pas à réécouter la même chanson. Pendant 25 heures. C'est ça, non. là. OK. Mais la première fois que j'ai mis Spotify dans la salle d'op, j'ai eu une petite surprise parce que mon garçon, qui a maintenant 20 ans, mais il avait peut-être 18 à l'époque, il m'a aidé à faire des playlists. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, Spotify. OK. Faire une playlist, puis il mettait de ses chansons. Il y avait surtout du rap. Ça, mais c'était du rap, entre guillemets, normal. Mais après que la 1h30 de son playlist a fini, là, je suis en train d'opérer. Là, en bac des chansons un peu plus vulgaires. Ça, c'est le bon mot. Puis là, t'es en train d'opérer, puis j'avais dit, ça, c'est le playlist de mon garçon avant de commencer, hein. Là, t'es en train d'opérer, puis là, ça commence à sortir les mots vulgaires, Oups. on va les dire là, sur le podcast. Puis là, les infirmières te regardent, puis disent, là, je dis, non, je sais pas. Quand j'arrive à la maison, je dis à mon garçon, qu'est-ce que t'as mis ce monstre? C'est pas moi, là, c'est Spotify qui a juste continué. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert comment fonctionne Spotify. Oui, avec des surprises moins le fun. Là. Oui. Ouais. Super. Ouais. Aviez-vous d'autres questions? Non. Ça fait pas mal de tout. Hein? Ouais. Bon, ben merci beaucoup pour votre entrevue. Merci à vous autres. Et je vais faire un petit pitch pour la plastie. Je pense que c'est vraiment cool comme spécialité. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bye bye.